Voici votre tour d'horizon rapide sur l'annexe 4 de la CNSST concernant l'oxygénothérapie en milieu de travail. Voyez-vous, même si l'oxygène sauve littéralement des vies en cas d'urgence, la CNSST le considère vraiment comme un médicament soumis à des règles très strictes et pas du tout comme un remède universel. Premièrement, on ne donne jamais d'oxygène à l'aveuglette. Ça prend une formation supplémentaire et il faut utiliser un saturomètre pour confirmer que la saturation est sous les 94%. Pourquoi? Eh bien parce que trop d'oxygène, ce qu'on appelle l'hyperoxie, ça peut carrément endommager le cœur et le cerveau. Par contre, il y a 4 urgences qui nécessitent de l'oxygène d'emblée. L'arrêt cardio-respiratoire, l'accident de décompression et les intoxications au monoxyde de carbone ou au cyanure. Deuxièmement, parlons un peu d'équipement. On utilise généralement des bouteilles de format D ou E, avec un régulateur réglé à un minimum de 10 à 15 litres par minute. Mais écoutez bien, voici le détail crucial. Il faut absolument remplir le sac de votre masque au grand complet, avec 100% d'oxygène, et ce, avant même de le placer sur le visage de la victime. Finalement, côté sécurité, c'est tolérance zéro. L'oxygène, ça nourrit les incendies à une vitesse folle. Donc on ne fume jamais à proximité, on ne met aucune huile ou graisse sur le régulateur et on conserve le tout à moins de 50 degrés. Ah, et n'oubliez jamais d'éloigner votre dispositif d'oxygène avant d'utiliser un défibrillateur. En résumé, l'oxygène est un outil incroyablement puissant pour sauver des vies, mais qui exige précision, formation et sécurité. Alors ne bougez pas, parce qu'on plonge dans tous les détails avec notre épisode complet sur ce sujet qui commence à l'instant même. L'oxygène, le souffle vital par excellence. L'élément fondamental qui maintient chaque cellule du corps humain en fonction minute après minute. Ouais, c'est vraiment la base de la vie, hein. Exactement. Eh bien, il semble donc tout à fait logique de présumer que, lors d'une détresse médicale, lorsqu'un corps lâche, inonder ce système d'une dose massive d'oxygène pur, c'est la meilleure ligne de défense. C'est sûr que c'est l'image qu'on a tous en tête, hein. Ah bah totalement. C'est le réflexe ancré par des décennies de culture populaire, les drames médicaux à la télé et tout ça. Une personne s'effondre et paf, on lui plaque immédiatement un masque translucide sur le visage. Le fameux masque à oxygène salvateur. C'est ça. Pourtant, les protocoles médicaux stricts racontent une toute autre histoire. Et si cette bouffée d'air pur, administrée au mauvais moment, agissait non pas comme un bouclier, mais comme une arme destructrice pour nos propres cellules? C'est une question qui fait froid dans le dos quand on y pense. Carrément. Alors, bienvenue dans cette analyse détaillée où nous plongeons au cœur de l'annexe 4 du manuel de la CNSST, Secourisme en milieu de travail. C'est la 9e édition, celle de 2022, et c'est un texte qui encadre très spécifiquement l'oxygénothérapie. Et cette documentation, elle est fondamentale parce qu'elle opère une rupture brutale avec notre intuition. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de déconstruire ce réflexe quasi pavlovien de donner de l'oxygène systématiquement. Ouais, l'oxygène à tout prix. Exactement. En explorant ces directives de la CNSST, l'objectif est de comprendre pourquoi les instances médicales exigent que l'oxygène soit traité avec la même rigueur, la même prudence et en fait la même méfiance qu'un médicament pharmacologique puissant, surtout dans le cadre complexe du secourisme en entreprise. Donc on n'est plus du tout dans le confort respiratoire là. Non, plus du tout. Il s'agit d'une intervention clinique avec des indications et surtout des contre-indications très sévères. Bon, décortiquons un peu tout ça parce qu'à la lecture de ce manuel, en tant que personne un peu extérieure, j'étais vraiment étonnée. La dissonance entre nos idées reçues et la réalité clinique est frappante. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Le texte s'appuie sur le consensus canadien concernant les lignes directrices en réanimation cardio-respiratoire et les premiers soins. Et ce consensus, il est sans appel. Il n'y a actuellement aucune donnée probante justifiant l'administration systématique d'oxygène supplémentaire à une victime. Zéro donnée. C'est fou, non? C'est complètement fou. Et ça va même plus loin qu'une simple absence de bénéfice. Le document souligne que donner de l'oxygène de façon indiscriminée, c'est carrément proscrit. Totalement interdit, oui. Mais du coup, si on part du principe qu'une ischémie, par exemple, lors d'un infarctus, c'est littéralement un manque d'oxygène dans les tissus, pourquoi est-ce que les autorités freinent des cas de fer au lieu de compenser ce manque? Je veux dire, ça semble illogique. C'est là que la médecine d'urgence a connu une véritable révolution conceptuelle, en fait. Évidemment, le cerveau, le cœur, les poumons, tout ça tolère très mal l'hypoxie, donc le manque d'oxygène. Ça, c'est sûr. Quelques minutes suffisent pour tout casser.
Exactement. Quelques minutes de privation sévère causent des dommages irréversibles. Donc la tentation de surcompenser, elle est super forte. Mais ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme pathologique qui s'enclenche lorsqu'on administre trop d'oxygène. Ce fameux état clinique qu'on appelle l'hyperoxie. Voilà, l'hyperoxie. Pendant longtemps, on ignorait que la réintroduction brutale d'une concentration massive d'oxygène dans un tissu qui en a été privé, ça provoque ce qu'on appelle une lésion d'ischémie-reperfusion. L'ischémie-reperfusion. Autrement dit, le choc du retour de l'oxygène est parfois plus délétère que le manque initial lui-même. C'est exactement ça. C'est un paradoxe physiologique majeur quand même. Eureka, j'ai envie de dire, c'est le moment où on réalise qu'un excès peut détruire des cellules. Si je comprends bien, l'inondation soudaine des tissus par de l'oxygène pur, ça déclenche une espèce de tempête au niveau cellulaire. Une vraie tempête, ouais. On parle de la création explosive d'espèces réactives de l'oxygène. Les fameux radicaux libres. C'est ça. Au lieu de relancer doucement la machinerie cellulaire, cet afflux massif et, surtout, non régulé d'oxygène pur submerge les défenses antioxydantes de la cellule. Et ces radicaux libres, ce sont des molécules hautement instables, c'est ça? Très instables. Elles vont se lier aux membranes lipidiques, aux protéines et même à l'ADN des cellules cardiaques ou cérébrales environnantes. En fait, elles les détruisent de l'intérieur. Donc, face à un AVC ou un infarctus, donner de l'oxygène à une personne qui sature déjà normalement, ça ne sauve pas les tissus périphériques, ça accélère carrément la nécrose. Exactement. C'est précisément pour éviter cette toxicité cellulaire aiguë que la CNST impose une ligne de démarcation ultra stricte. Et cette ligne, c'est la barre des 94%. Le fameux chiffre magique, ouais. Le manuel stipule très clairement qu'on ne donne pas d'oxygène à moins que la saturation en oxygène mesurée par un saturomètre ne tombe en dessous de ce seuil de 94%. C'est la règle d'or. Mais attends, ça soulève un problème logistique flagrant sur le terrain, non? Le document précise bien que le secouriste standard en entreprise n'a généralement pas de saturomètre dans sa trousse. C'est vrai, c'est rarement fourni de base. Et même s'il en avait un, il n'est pas forcément formé pour interpréter cette donnée clinique. S'il ne peut pas confirmer l'hypoxie avec un chiffre, comment il peut justifier l'administration de ce fameux médicament? C'est une injonction contradictoire, non? C'est une excellente observation, et c'est tout l'enjeu du règlement sur les normes minimales de premier secours. On ne demande pas aux secouristes d'improviser un diagnostic. Pour avoir le droit d'administrer de l'oxygène, il faut avoir suivi une formation complémentaire très rigoureuse. Une formation spécifique, donc. Ouais, et mise à jour régulièrement. Ça ne porte pas que sur comment assembler les tuyaux, ça porte sur l'évaluation clinique stricte. Mais la CNST a prévu des garde-fous. Parce que le saturomètre étant souvent absent, il doit donc y avoir des exceptions? Exactement. Il existe des situations cliniques si catastrophiques que le risque d'hyperoxie devient négligeable face à la certitude d'une mort imminente. Ce sont les fameuses urgences absolues. C'est ça. Mais au fond, qu'est-ce que tout cela signifie pour les urgences réelles? L'annexe 4 mentionne 4 conditions spécifiques où l'oxygène est administré d'emblée, au débit maximum, sans même perdre une seconde à chercher un saturomètre. 4 exceptions vitales, oui. Analysons-les, parce qu'elles illustrent parfaitement la biochimie de l'étouffement. La première, elle est assez évidente, c'est l'arrêt cardio-respiratoire. Forcément. La pompe est arrêtée, le système de ventilation est à l'arrêt, donc l'hypoxie est totale et globale. Il n'y a plus de débat. Voilà. Mais prenons la deuxième exception, l'intoxication au monoxyde de carbone. Là, je trouve la mécanique fascinante. Ah, c'est de la pure chimie interne. Donc le monoxyde de carbone, il se fixe sur l'hémoglobine des globules rouges avec une affinité environ 200 fois supérieure à celle de l'oxygène. C'est un véritable détournement de notre système de transport sanguin, en fait. Le monoxyde de carbone prend toute la place sur les globules rouges et refuse catégoriquement de la céder. Ça asphyxie la personne de l'intérieur, même si elle respire de l'air ambiant tout à fait normal. Donc dans ce scénario, si on connecte ça à la dynamique des gaz, l'administration d'oxygène pur à très haut débit, ça agit comme un traitement de déplacement compétitif. C'est le terme exact. On inonde le plasma sanguin d'oxygène sous pression pour littéralement forcer le monoxyde de carbone à se détacher de l'hémoglobine. Ça réduit drastiquement sa demi-vie dans le corps. Impressionnant. Le troisième cas mentionné, c'est l'intoxication au cyanure, souvent rencontrée dans les incendies industriels ou l'inhalation de fumée toxique. Un poison redoutable. Contrairement au monoxyde de carbone qui empêche le transport, le cyanure s'attaque à la destination finale, n'est-ce pas? Il bloque la chaîne respiratoire à l'intérieur même des mitochondries. C'est ça. La cellule baigne dans l'oxygène, mais elle est incapable d'utiliser. Le moteur est noyé si on veut.
J'imagine que dans ce cas, saturer le plasma en oxygène vise à maximiser la moindre petite fraction de fonction respiratoire cellulaire encore intacte, juste le temps que les antidotes médicaux arrivent. Tout à fait. C'est une mesure de maintien en vie transitoire, mais absolument critique. Et ça nous mène à la 4e exception. Qui relève davantage de la physique que de la toxicologie pour le coup. Oui, l'accident de décompression. Souvent associé aux travailleurs sous-marins ou aux travaux en question hyperbare. Voilà. Lorsqu'un travailleur remonte trop vite à la surface, la chute de pression atmosphérique fait que l'azote dissous dans ses tissus repasse à l'état gazeux. Et ça forme des bulles. Des bulles dans la circulation sanguine et dans les articulations, oui. C'est la fameuse métaphore de la bouteille de boisson gazeuse qu'on ouvre trop vite. Ça fait pshhh. L'oxygène pur, dans ce contexte, il ne sert pas seulement à pallier une hypoxie. Non, il a une fonction mécanique. En respirant de l'oxygène à 100%, on élimine complètement l'azote de l'air inspiré. Ça crée un gradient de diffusion massif, un appel d'air si l'on veut. Ça force l'azote emprisonné dans les bulles à retourner dans le sang pour être expiré par les poumons. C'est brillant. C'est de l'ingénierie gazeuse appliquée au corps humain. C'est exactement ça. Mais pour gérer ces 4 scénarios extrêmes avec une telle précision, le secouriste en entreprise ne peut pas se contenter de matériel amateur. L'arsenal décrit par la CNSST est d'une spécificité clinique étonnante. Oui, l'annexe 4 dresse une liste d'équipements qui ne laisse vraiment place à aucune improvisation. On parle d'une bouteille d'oxygène de type D ou E, donc des cylindres capables de contenir plusieurs centaines de litres de gaz comprimé. Le cœur du système, ça reste le régulateur de pression muni d'un débitmètre. Il doit pouvoir délivrer un débit continu d'au moins 15 litres à la minute. 15 litres par minute, c'est un flux massif. On exige aussi la présence d'un masque à haute concentration avec réservoir, d'un masque de poche avec entrée d'oxygène pour la réanimation et bien sûr de tout l'équipement de protection et de rangement sécuritaire. Si l'on relie cela à une vision plus globale de la chaîne de survie, il y a un détail intelligent dans ce protocole. Le matériel en entreprise doit avoir les mêmes caractéristiques que celui des services préhospitaliers d'urgence. Ah oui, la notion de continuité des soins. À première vue, on pourrait se demander pourquoi exiger une telle standardisation, vu que les ambulanciers ont de toute façon leur propre matériel beaucoup plus sophistiqué. Dans une situation d'arrêt cardiaque ou d'intoxication sévère, chaque seconde de rupture de l'apport en oxygène aggrave le pronostic. Si le masque appliqué par le secouriste de l'usine possède une tubulure standard qui s'adapte instantanément au régulateur de la civière des ambulanciers, Le transfert de la victime se fait dans une fluidité absolue. exactement, on ne perd pas 30 secondes critiques à arracher un masque pour en remettre un autre. C'est une logistique pensée pour éliminer la moindre friction lors du passage de relais. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette continuité vers les ambulanciers explique exactement pourquoi le matériel du secouriste doit être si pointu, à commencer par l'utilisation de ce fameux masque à haute concentration. Oui, le dispositif standard pour une victime qui respire encore par elle-même, mais qui nécessite un apport maximal. On le reconnaît visuellement à ce petit sac en plastique souple, le réservoir, qui est suspendu sous la valve d'inspiration, et le document insiste lourdement sur une étape procédurale qui est souvent bâclée par manque d'expérience. C'est une erreur classique mais potentiellement dramatique. L'étape cruciale consiste à gonfler ce sac réservoir avant de placer le masque sur le visage de la victime. C'est impératif. Avant de le placer, oui. La procédure dicte d'ouvrir le débitmètre à un minimum de 10 litres à la minute et de bloquer brièvement la valve à l'intérieur du masque pour forcer l'oxygène à remplir le sac. Il doit être gonflé à bloc avec de l'oxygène pur à 5%. Physiologiquement, c'est indispensable. Si on plaque un masque dégonflé sur le visage d'une personne en détresse respiratoire et qu'on ouvre le gaz ensuite, la première inspiration de la victime va la forcer à tirer de l'air à travers un circuit vide et fermé. C'est terrifiant pour la victime. On risque de créer une sensation d'étouffement et d'aggraver la panique. Le sac gonflé, il agit comme un tampon, une réserve instantanée. D'ailleurs, la directive clinique de la Knesset est claire. Le secouriste doit surveiller ce sac continuellement. S'il se dégonfle complètement à chaque inspiration, c'est que la demande dépasse l'offre. Et dans ce cas, il faut immédiatement augmenter le débit au-delà des 10 ou 15 litres par minute initiaux. Mais au-delà de la technique, l'approche pas à pas est aussi très humaine. On prévient la personne, on couvre le nez et la bouche, on resserre la bande métallique, on encourage une respiration lente, et si la victime perd conscience sans suspicion de traumatisme crânien, on la bascule en position latérale de sécurité, tout en maintenant l'étanchéité du masque. L'approche est tout autre lors d'un arrêt cardio-respiratoire par contre. Dans ce cas, la victime ne respire plus. Le masque à haute concentration devient complètement inutile. C'est là qu'intervient le fameux masque de poche, souvent appelé masque de RCR. Voilà.
Le secouriste fait la RCR, il branche directement la tubulure d'oxygène sur l'embout de ce petit masque, règle le débitmètre au maximum et procède à ses insufflations. La beauté de ce système, c'est la protection bidirectionnelle. Le secouriste propulse un volume d'air enrichi massivement en oxygène dans les poumons immobiles de la victime, tout en se protégeant des fluides biologiques grâce à la valve unidirectionnelle. C'est crucial pour la sécurité de l'intervenant. Et une fois l'équipe paramédicale sur place pour prendre le relais, le travail du secouriste bascule vers une phase de sécurisation stricte de la scène. Le passage de flambeau. Que faire à l'arrivée des ambulanciers? Le document est hyper précis. Enlever le masque, fermer la bouteille, nettoyer l'équipement réutilisable. Et jeter les masques à usage unique, consigner le niveau d'oxygène restant, une bouteille à moitié vide ne doit surtout pas retourner dans l'armoire sans qu'on prévoie son remplacement. Parce que la prochaine urgence nécessitera peut-être 45 minutes d'autonomie ininterrompue et on ne veut pas tomber en panne sèche. Exactement. Ce qui nous amène à la dimension la plus, disons, potentiellement catastrophique de ce document. La gestion des risques physiques et chimiques liés à la bouteille elle-même. C'est une véritable bombe à retardement si c'est mal géré. On manipule quand même un gaz comprimé à plus de 2000 livres par pouce carré. C'est une pression énorme. Mais le vrai danger réside dans la nature chimique de l'oxygène. Il y a une distinction fondamentale que le manuel prend soin de souligner. L'oxygène n'est pas un gaz inflammable. Il ne prendra pas feu tout seul. Non, par contre, c'est un comburant d'une puissance redoutable. Un comburant... C'est une distinction vitale. L'oxygène ne brûle pas, il fait brûler les autres matières. Il abaisse l'énergie d'activation nécessaire pour qu'un feu se déclare et il multiplie la vitesse et la chaleur de la combustion de façon exponentielle. C'est pourquoi les interdits listés dans le document sont absolus. L'interdiction évidente de fumer à proximité, bien sûr. Mais aussi l'obligation de stocker des bouteilles dans un endroit frais, bien ventilé, et de ne jamais les exposer à des températures dépassant les 50 degrés Celsius. La chaleur augmente la pression interne du cylindre, ce qui mène au risque de rupture. Et il y a cette fameuse anecdote surprenante, une directive de sécurité ultra spécifique dans l'annexe 4 qui semble presque contre-intuitive pour quiconque a l'habitude de l'entretien mécanique. Le manuel stipule en caractère gras qu'il ne faut jamais, au grand jamais, utiliser de graisse ou d'huile pour lubrifier les composants du régulateur ou du débitmètre. Jamais? Généralement, face à un pas de vis en laiton qui résiste ou qui grince, le premier réflexe d'un technicien serait d'y déposer une goutte de lubrifiant. Mais là, dans le contexte de l'oxygénothérapie, c'est la recette parfaite pour créer une bombe. Cela soulève une question importante de physique fondamentale liée à ce qu'on appelle la compression adiabatique. La compression adiabatique, ça sonne technique ça. Un peu, mais le principe est simple. Lorsqu'on ouvre la valve principale d'une bouteille pleine, l'oxygène pur s'engouffre dans les cavités étroites du régulateur à une vitesse supersonique. Si cette onde de choc percute un hydrocarbure... Donc de l'huile, de la graisse ou même un résidu de lotion pour les mains du secouriste? Exactement. La compression soudaine du gaz génère une chaleur intense en une fraction de seconde. Et la chaleur générée par cette pression phénoménale est suffisante pour atteindre le point d'auto-inflammation de l'huile. C'est ça. Et comme cette huile est baignée dans un environnement d'oxygène pur à 100%, l'oxydation est tellement rapide et violente qu'il n'y a même pas besoin d'étincelles. Pas besoin d'étincelles. La combinaison de la pression, de l'oxygène pur et du corps gras provoque une explosion spontanée. Ça va littéralement vaporiser le régulateur au visage du secouriste. C'est terrifiant d'imaginer qu'un simple résidu de baume à lèvres sur l'embout pourrait déclencher une déflagration pareille. C'est pour ça qu'il faut avoir les mains parfaitement propres. Mais cette nature de comburant extrême pose un autre risque majeur, notamment lors des réanimations impliquant un autre équipement d'urgence, le défibrillateur. Le choc électrique, oui. Le protocole dicte une manœuvre critique avant toute décharge du défibrillateur externe automatisé. Le retrait immédiat de la source d'oxygène. Si on est en train de ventiler la victime et que la machine annonce qu'un choc est conseillé, on ne se contente pas de reculer d'un pas. Il faut impérativement éloigner le masque et le tuyau d'oxygène à une distance sécuritaire. La logique est implacable. Mais dans le feu de l'action, avec le stress, c'est souvent oublié. L'explication, encore une fois, est purement physique. Les électrodes du défibrillateur vont délivrer un choc électrique très puissant à travers le thorax. Et il y a toujours un risque qu'un arc électrique se forme à la surface de la peau. Surtout si le contact n'est pas parfait ou s'il y a de l'humidité et de la sueur.
Si cet arc électrique se produit au milieu d'un nuage d'oxygène pur, invisible, un nuage qui s'est accumulé autour de la tête et les vêtements de la victime à cause du masque, l'étincelle va enflammer instantanément les poils, les cheveux et les tissus synthétiques. Mon Dieu! On transforme une tentative de sauvetage en un incendie grave sur la victime elle-même. C'est une réaction en chaîne mortelle. Voilà pourquoi la prudence doit être extrême. Et toutes ces contraintes physiques expliquent aussi pourquoi la CNSST exige un programme d'entretien préventif aussi lourd. Le détendeur doit être calibré par des professionnels annuellement. Les cylindres métalliques doivent subir des tests hydrostatiques réguliers pour prouver que la structure du métal peut toujours encaisser ces pressions extrêmes sans se fracturer. On est vraiment très loin de la simple petite trousse de secours avec des pansements et du désinfectant qu'on trouve dans le couloir du bureau. L'oxygénothérapie en milieu de travail, c'est la gestion quotidienne d'un système clinique à haut risque. Absolument. Cette analyse démontre parfaitement l'évolution de la médecine d'urgence préhospitalière d'aujourd'hui. Les protocoles modernes refusent les actions symboliques ou les actes posés juste au cas où. Fini le temps du ça peut pas faire de mal. Exactement. Chaque geste, particulièrement l'administration d'un gaz qui altère la physiologie cellulaire, doit être justifié par une indication clinique claire. Que ce soit une saturométrie sous les 94% ou l'une des 4 urgences absolues. Donc le secourisme, ce n'est pas qu'une question de bonne volonté ou de réflexe bien intentionné? Non, c'est l'application d'une science très stricte qui pèse en temps réel le ratio entre le bénéfice immédiat et la toxicité potentielle. Et ce ratio bénéfice-risque, il nous amène à une vue d'ensemble assez vertigineuse sur la machinerie humaine en fait. L'exploration de ces normes met en lumière une vérité biologique fascinante. L'équilibre de nos cellules repose sur un fil de rasoir. C'est un équilibre très précaire. Pensez que l'oxygène pur, le carburant même de l'évolution cellulaire, l'élément sans lequel notre cerveau s'éteint en quelques minutes, portant lui la capacité de détruire nos propres tissus, s'il est imposé en excès, ça force l'humilité. C'est une excellente conclusion. Comprendre les protocoles permet vraiment de réaliser la complexité des premiers soins. Tout à fait. Et c'est fascinant de garder cette idée en tête la prochaine fois qu'on entend le fameux adage « plus c'est toujours mieux ». Pour ceux qui nous écoutent, posez-vous la question. Si notre souffle vital exige une limite aussi stricte entre le remède salvateur et la toxine destructrice, combien d'autres éléments, de substances ou d'habitudes de notre environnement quotidien, qu'on perçoit comme fondamentalement sains, ne sont en réalité qu'un infime ajustement de dosage de basculer du côté obscur? La dose fait le poison, comme on dit. Exactement. La ligne de démarcation entre ce qui guérit et ce qui détruit est souvent invisible et elle dicte les fondements même de la survie. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Merci d'avoir partagé cette réflexion exigeante et essentielle avec nous. À la prochaine. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.